C'est un lieu commun aujourd'hui que de parler de crise de la démocratie. Si les institutions semblent fonctionner, je dirais mécaniquement, il n'en demeure pas moins qu'une crise de confiance majeure existe entre, d'une part, le peuple et, d'autre part, le pouvoir politique. L'idée de démocratie est née à Athènes il y a maintenant 2500 ans, à la fin du VIe siècle avant notre ère, avec Clisthène qui va mettre en place les bases, non pas d'ailleurs de la démocratie, mais de l'isonomie. C'est le terme utilisé à l'époque, le terme démocratie apparaît dans la deuxième moitié du Ve siècle avant notre ère. Et pourtant, la démocratie, telle qu'elle a été conçue dans les vieux pays d'Europe occidentale, ne remonte pas à l'Antiquité, qui a été mythifiée à la Renaissance et au moment de la Révolution française. Cette démocratie naît en fait dans des oligarchies qui sont les villes médiévales, qui sont les abbayes également médiévales. Souvenez-vous de l'expression avoir droit au chapitre, et dans l'Angleterre du XIIIe siècle. La référence souvent évoquée est la Grande Charte de 1215 que Jean dit Santerre doit accorder donc au Parlement anglais. Le système d'ailleurs parlementaire que nous connaissons est issu d'une révolution, la glorieuse révolution, qui se produit en 1688-1689 en Angleterre justement. Et le système parlementaire que nous possédons, donc, je viens de le dire, est issu directement de ce modèle anglais, après avoir transité par, en France, un penseur majeur, qui est Montesquieu, qui, en 1748, publie l'Esprit des lois. Ces idées vont être reprises au moment de la Révolution française, mais qu'on ne s'y trompe pas. À la Révolution française, c'est le modèle spartiate et le modèle romain que les révolutionnaires ont en tête, et non pas d'abord le modèle athénien. Aujourd'hui, je vais m'adonner à une sorte de psychanalyse de la pensée politique européenne, puisque l'Europe, de par la colonisation, a imposé son modèle politique dans de nombreux pays dans le monde qui, toutefois, ont gardé des spécificités nationales, plutôt autoritaires d'ailleurs. Je vais donc ici pratiquer une psychanalyse de la pensée politique, mais basée sur l'étude des institutions d'Athènes à l'époque classique, c'est-à-dire au 5e et 4e siècle avant notre ère. Le plan de ce cours comprendra deux parties. Dans un premier temps, il s'agira de définir la citoyenneté qui est à la base de ce système démocratique, et puis, dans un second temps,
je vais étudier avec vous les institutions athéniennes. Aristote, dans sa politique, j'utilise ici la traduction de Pierre Pellegrin, dans l'édition Garnier-Flammarion, qui est une édition à bon marché, et qui, comment dirais-je, comprend le texte intégral de la politique. Dans le livre 3, chapitre 1, il est dit ceci. C'est bien la définition d'Aristote qui vit au IVe siècle avant notre ère et n'est donc pas contemporain des débuts de la démocratie. À Athènes. Il écrit ceci. Un citoyen au sens plein ne peut pas être mieux défini que par la participation à une fonction judiciaire et à une magistrature. Il continue, mais mon objectif ici n'est pas de faire un commentaire de ce texte, il serait évidemment très intéressant, mais Aristote va donc être une source essentielle dans mon exposé, mais pas tellement les politiques d'Aristote que un autre ouvrage d'Aristote, c'est évidemment la Constitution d'Athènes, ou plus précisément la Constitution des Athéniens. Parce que en grec, ça se dit Athénaion politeia. Donc il s'agit bien d'un masculin pluriel. Je vous montre ici l'édition dont je me suis servi pour préparer ce cours, et que tu es une vieille édition, puisqu'elle date de 1922. Il s'agit d'un texte traduit par Georges Mathieu et Bernard Aussoulier dans la célèbre collection Budé. Je n'ai devant moi ici que le texte en traduction, je n'ai donc pas dans le texte original. Je vous montre ici la première page, la page de garde. C'est une célèbre collection qui a, et c'est logique pour les textes grecs, enfin on peut le comprendre, la fameuse chouette, emblème d'Athéna avec ses grands yeux ouverts, puisque Athéna était déesse de la guerre, mais aussi déesse de la sagesse, c'est-à-dire la déesse qui représente l'intelligence qui voit même dans l'obscurité, d'où ces grands yeux ouverts de la chouette. Qu'est-ce que donc un citoyen? Un citoyen, c'est quelqu'un qui participe à la discussion, dans l'élaboration des lois, ou plus exactement des décrets, qui délibère donc, qui ensuite vote, qui, le cas échéant, exerce le pouvoir, et finalement, il ne faudrait pas l'oublier, contrôle les magistrats. Ces 4 étapes sont, hélas, bien souvent oubliées dans nos démocraties modernes. On vote comme si on allait au marché, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres exposés, sans s'être vraiment informé préalablement, je parle ici de la majorité de la population, sans avoir donc comparé sérieusement les programmes des partis. On vote pour 4 ans, pour 5 ans, pour 6 ans, pour des individus, en oubliant parfois que dans un système de particratie, les voix se reportent sur ceux qui sont les mieux placés, et que si vous votez pour quelqu'un qui vous paraît intègre, bien sympathique,
il est fort possible qu'il n'accède à aucune fonction, puisque s'il a peu de voix, toutes les voix qui se seront reportées sur son nom iront évidemment à ceux qui sont les mieux placés sur la liste à laquelle il appartient. Ensuite, il y a l'exercice du pouvoir, ça cela paraît évident, mais ensuite il y a le contrôle. Le contrôle, combien de gens effectuent véritablement un contrôle de ce que leurs élus, de ce que ceux qu'on appelle les gouvernants, voire les dirigeants, entre guillemets, c'est un terme que je ne supporte pas à titre personnel, de ce que vont faire donc ceux à qui les voix, leurs voix, ont été accordées. Et c'est bien dommage. La crise de la démocratie vient donc de là. D'abord, mais pas seulement. Bien sûr, il y a des phénomènes de corruption au niveau de la classe gouvernante que l'on révèle à l'occasion. On voit qu'un certain nombre de gouvernants utilisent leur pouvoir à des fins personnelles, mais ici je voudrais insister essentiellement sur la démission du peuple lui-même. Cette démocratie est typique, celle que je viens de définir par 4 fonctions, à Athènes depuis le début du 5e siècle avant notre ère. Qui est donc citoyen? Il y a un certain nombre de conditions. Il y en a 3 qui sont liées à la naissance, et il y en a une tout à fait essentielle qu'on oublie souvent de mentionner dans les cours d'enseignement secondaire, qui est la reconnaissance par les pairs. La naissance, tout d'abord. 3 sous-conditions. Il faut être de sexe mâle. Il y a une condition liée à l'âge. On est citoyen si l'on a 18 ans au moins, et encore, on est citoyen, mais l'on ne peut pas exercer n'importe quelle charge, parce que pour un certain nombre de charges, il faut avoir un âge plus élevé. Par exemple, pour être bouleute, membre du conseil, il faut 30 ans. Il y a enfin une 3e sous-condition, qui est que la citoyenneté n'est accordée que dans un système patrilinéaire jusqu'en 451, et non seulement patrie, mais aussi matrilinéaire à partir de cette date, c'est-à-dire sous la stratégie, donc sous le gouvernement de Périclès. Il faut à partir de ce moment-là, effectivement, être non seulement le fils d'un citoyen athénien, mais aussi le fils d'une femme dont le père est citoyen athénien, puisque les femmes elles-mêmes ne sont pas citoyennes. Mais alors, il y a une autre condition qui est tout à fait essentielle, parce qu'Athènes est née de la fusion de plusieurs villages à l'origine. C'est bien pour ça que Athènes, Athinaï est un terme pluriel et pas un terme singulier. Il s'agit d'une reconnaissance, il faut une condition qui soit liée à la reconnaissance des pairs. Il faut être reconnu comme tel. Cette reconnaissance est donc locale, sociale, le collectif est tout à fait essentiel et on l'oublie parfois. Quand se produit cette reconnaissance et comment? Quand, tout d'abord? Lors de l'inscription
sur le registre du DEM, le DEM étant une unité territoriale de la cité, et comment, lors d'un vote qui suit la présentation de l'impétrant par son père, quant à son âge, on vérifie s'il a bien 18 ans ou plus, et si sa naissance est bien légitime, c'est-à-dire si le père est bien citoyen athénien jusqu'en 451 avant notre ère, et puis si sa propre mère est bien fille d'un citoyen athénien. Ceci va être, en tout cas quant à la légitimité de la naissance, va être vérifié en interrogeant des témoins qui ont assisté au banquet offert par le père de l'impétrant après sa naissance. J'insiste sur ce point, sur cette reconnaissance sociale, parce que trop souvent, on ne mentionne que les conditions liées à la naissance et non pas tellement la reconnaissance qui se fait à l'âge adulte pour vérifier si un certain nombre de, comment dirais-je, je ne trouve pas le terme, de conditions sont bien respectées. Combien y avait-il de citoyens à Athènes? Pour le dernier tiers du 5e siècle, on les évalue, d'après un recensement, à plus ou moins 40 000. Pour être plus correct, je dirais, dans une fourchette entre 30 000 et 50 000, donc ce qui correspond à un chiffre moyen à l'époque classique. Si l'on sait que, à la même époque, on a évalué le nombre d'habitants de l'Attique, c'est-à-dire de la cité athénienne, autrement dit, ce qui correspond à Athènes, mais à l'ensemble du territoire d'Athènes, qui comprend d'autres bourgades et qui comprend bien sûr des campagnes. Eh bien, ce nombre équivaudrait à plus ou moins 400 000 habitants. Autrement dit, il n'y a que un habitant de l'Attique sur 10 qui est citoyen. Pourquoi? Parce que la citoyenneté se définit en creux, à contrario, par rapport à un certain nombre d'habitants qui ne peuvent y accéder. Autrement dit, la citoyenneté est basée sur le principe de l'exclusion et non pas sur le principe de l'appartenance. Sont exclus de la citoyenneté non seulement les femmes dont le père est citoyen ou non, les épouses des citoyens ne sont pas citoyennes, sont exclus également les adolescents et les adolescentes dont les parents sont citoyens ou issus de citoyens athéniens, sont effectivement exclus du processus démocratique les étrangers, ceux que l'on appelle les métèques, et enfin et surtout ceux qui représentent sans doute la plus grande partie des habitants de l'Attique, à savoir les esclaves. Car, et ceci non plus n'est pas suffisamment dit, assez souvent, la démocratie athénienne repose sur l'esclavage. C'est en fait l'esclavage qui permet de dégager du temps libre pour participer à l'exercice de la citoyenneté, qu'il s'agisse de la présence à l'ecclésia, au conseil,
aux différents tribunaux, aux lieux de décision et donc aussi aux fonctions de gouvernement, à savoir les magistratures. Donc c'est le mode de production esclavagiste qui a permis la naissance de la citoyenneté athénienne, ce qui peut évidemment, a priori, être choquant lorsque l'on a un raisonnement, je dirais, logique, et qui pourtant, en fait, était une condition indispensable. Pour utiliser des termes latins, ici, on ne peut pratiquer l'otium, c'est-à-dire non pas le loisir dans le sens de la paresse, mais un travail, je dirais, noble, en l'occurrence ici la démocratie, que si l'on n'est pas en train de travailler durement comme les esclaves, mais je reconnais que ma référence à l'otium n'est peut-être pas tout à fait correcte, effectivement, d'autant plus qu'il s'agit de termes utilisés à la civilisation latine, mais qu'en plus de ça, l'otium se définit par rapport au negotium, c'est-à-dire à la négation de ce temps libre, puisque le negotium, qui a donné le mot négoce en français, renvoie aux affaires. Je reviens donc maintenant à mon exposé. J'espère que vous avez bien compris maintenant que la citoyenneté est pensée comme une exclusion, que c'est cette exclusion des autres avec un grand A, et en particulier les esclaves, mais pas seulement, qui permet de s'adonner à des pratiques démocratiques, et que si cette démocratie, comme on va le voir, est directe, elle ne concerne en fait qu'un habitant sur 10 d'un territoire. Maintenant, on va voir quel est le pourcentage de ceux qui réellement peuvent pratiquer la démocratie. Je vous ai dit quels étaient ceux qui réunissaient les 4 conditions de la citoyenneté, mais pour autant, un habitant sur 10 ne signifie pas qu'un habitant sur 10, c'est-à-dire 10% de la population, exerce réellement, concrètement, cette activité démocratique. Nous allons donc maintenant passer aux institutions, qui est un exercice classique, mais pour étudier les institutions, il fallait passer inévitablement par l'étude préalable de la citoyenneté. J'ai distingué, je reconnais que ma distinction n'est peut-être pas tout à fait adéquate, parce que les choses à Athènes ne sont pas aussi simples. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs en particulier. Donc ma taxinomie, inévitablement, ma taxonomie plutôt, ne sera peut-être pas idéale, mais en tout cas c'est un choix que j'ai fait. J'ai donc distingué ici des institutions qui relèvent de la décision et des institutions qui relèvent de la direction véritable. Je commence donc par ce qui concerne la décision. Ici, une fois de plus, je vais, pour des raisons pédagogiques, simplifier et distinguer un pouvoir législatif d'un pouvoir judiciaire, même si les choses ne sont pas aussi simples. Le pouvoir législatif, tout d'abord. Il appartient au premier chef, et je dirais même de manière exclusive, à l'Assemblée générale des Athéniens, autrement dit leur parlement. Ce terme, le terme
en grec d'assemblée étant ecclésia, qui a donné le terme église en français, qui ne signifie rien d'autre que communauté. Ensuite, le pouvoir législatif appartient surtout, même si au premier chef, ce n'est pas ce conseil qu'appartient la souveraineté, c'est à la boule, dont je vais vous parler dans un instant. Alors, l'Ecclésia possède le pouvoir souverain et vote des décrets. Mais qui vote ces décrets? Je vous ai dit, c'est l'ensemble des citoyens, mais pratiquement, pour des raisons professionnelles, pour des raisons liées à la géographie. À l'époque, il n'y a bien sûr pas les transports que nous possédons, il n'y a pas de voie ferrée, il n'y a pas de voiture, et même si l'Attique est un territoire relativement restreint, quand on le compare aux grands États modernes, il n'en demeure pas moins que l'Attique a, grosso modo, la dimension du Grand-Duché de Luxembourg. Et par conséquent, on a évalué qu'au maximum, 6000 citoyens ont dû ou ont pu se rendre sur la Pnyx, qui est cette colline qui se trouve en face de l'acropole. 6000 citoyens, ça veut dire quoi? 6000 citoyens sur 40 000, qui peuvent être présents pour les raisons que j'ai mentionnées. Ça veut dire que si vous rapportez ce chiffre de 6000 aux 400 000 habitants de l'Attique, vous n'avez plus que 1,5% d'habitants qui, dans la cité des Athéniens, pratiquent la démocratie. Je ne dis même pas gouvernent, mais pratiquent la démocratie, ne serait-ce qu'à l'Assemblée. Donc lorsque l'on parle de la démocratie athénienne, lorsque l'on parle de démocratie directe, et que l'on compare cette démocratie directe par rapport à notre démocratie en France ou en Belgique, il faut toujours avoir en tête des chiffres concrets pour se relativiser la participation des citoyens à la prise de décision, à l'exercice des charges, aux magistratures plus particulièrement, mais pas seulement. La fréquence maintenant de ces réunions sur la Pnyx, donc de l'Ecclésia, de l'Assemblée générale des Athéniens. Il y a 10 réunions par an. Au 5e siècle, 40 par an, c'est-à-dire 4 par prytannie. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'une prytannie, pendant l'année. Donc, le nombre d'assemblées se multiplie. On pourrait dire c'est quelque chose de positif, puisque l'ensemble des citoyens se réunit plus souvent, mais vous imaginez bien que lorsque l'on se réunit pratiquement une fois par semaine, ça devient évidemment plus difficile de se distraire de ces activités, liées au travail qui vous permettent de subsister. Je parle ici des petits paysans. Ça favorise donc ceux qui ont plus de temps libre, c'est-à-dire ceux qui ont des moyens supérieurs. Donc ce n'est justement pas très démocratique, même si une institution va être créée dès le 5e siècle, qui est l'institution du mistos, qui est une indemnité pour ceux qui se rendent à l'Assemblée ou exercent un certain nombre de charges, pour justement leur permettre
de ne pas perdre leur journée. Parce qu'en fait, une réunion à l'Assemblée se tient du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil au plus tard, et tout doit être décidé en une journée. Ce qui ne sera pas décidé, le sera lors d'une autre réunion, mais plus tard. Deuxième institution, qui vient logiquement après cette Assemblée générale, c'est le Conseil. Alors le Conseil, c'est vraiment l'institution peut-être la plus fondamentale, avec une autre institution dont il sera question lorsque je parlerai des magistratures, à savoir la stratégie, les 10 stratèges. Le Conseil, c'est ce que, en grec, on appelle la boulée. Quelles sont les conditions pour faire partie de la boulée? Eh bien là, nous arrivons à une pratique athénienne originale qui est celle non pas de l'élection mais du tirage au sort. Vous avez certainement entendu que le pouvoir en France ou en Belgique essaye, dans le but de faire participer les citoyens à la démocratie, excusez-moi, dans le cadre de ce qu'on appelle justement la démocratie participative, qui était d'ailleurs le mot-clé de Ségolène Royal lors d'une élection présidentielle antérieure, où l'on essaie de faire participer les citoyens, ne serait-ce que par cette technologie nouvelle, enfin nouvelle qui a maintenant près de 30 ans, qui est l'Internet. Le tirage au sort est donc maintenant évoqué de plus en plus souvent, dans le cadre de conseils qui n'ont qu'une fonction, non pas délibérative, mais une fonction, je dirais, délibérative, mais qui ne peuvent émettre que des conseils, sans plus, des assemblées qui n'ont pas de pouvoir décisionnel. Les membres de la boulée, que l'on appelle donc des bouleutes, sont tirés au sort. Ils sont au nombre de 500, 50 par tribu. Il y a 10 tribus à Athènes, et ils doivent passer, malgré tout, après le tirage au sort, par une procédure que l'on appelle la dokimasie. De quoi s'agit-il? Il s'agit de vérifier si celui qui a été tiré au sort a bien, comment dirais-je, les compétences morales. Autrement dit, s'il respecte ses parents, s'il respecte les dieux de la cité, plus particulièrement, autrement dit, si c'est quelqu'un qui est moralement compétent pour exercer cette activité. Alors, quel est le rôle de la boulée? Alors, la boulée a principalement 3 rôles. Un rôle tout à fait essentiel qui correspond un petit peu, je dirais, à ce que nous appellerions maintenant les commissions parlementaires dans les différentes chambres du Parlement. Il y a donc aujourd'hui des commissions des finances, commission de la justice, commission de la défense et autres, qui correspondent grosso modo donc à des commissions liées à des ministères. Et dans ces commissions, on prépare des avant-projets de loi qui vont être soumis à l'Assemblée. Eh bien, c'est la boulée, le conseil athénien, qui est à l'origine de cette idée-là. Alors, ces avant-projets s'appellent au pluriel des prolubeumata. Donc, au singulier, prolubeuma. Prolubeumata étant donc la forme du pluriel. Ces avant-projets de loi
vont être soumis à l'Assemblée, à l'Ecclésia. S'ils sont votés, s'ils sont, comment dirais-je, approuvés par l'Assemblée, ils deviendront des décrets. Mais les bouleutes, les membres du Conseil, ont ensuite pour fonction de contrôler leur application. Et enfin, ils ont une fonction, je dirais aussi, exécutive, puisqu'ils administrent la cité dans un certain nombre de domaines. Donc vous voyez que lorsque je parlais tout à l'heure d'absence de séparation des pouvoirs, on le voit ici concrètement à propos de la Boulay, puisque la Boulay a une fonction, je dirais, législative, mais aussi une fonction exécutive. Maintenant, pour le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire qui, là aussi, ne peut pas être séparé comme chez nous, dans nos démocraties modernes, du pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire est exercé par deux institutions. La première, celle qui aura à partir du milieu du Ve siècle le rôle le plus important, c'est l'ailier. Il y a également un autre tribunal qui s'appelle l'aréopage, dont il sera question un petit peu plus tard. Qui est membre de l'ailier? Alors, le tirage au sort s'impose ici également. On tire au sort parmi les citoyens 6000 éliastes, c'est le nom que l'on donne donc aux membres de l'ailier, 600 par tribu. Vous vous souvenez qu'il y en avait 50 par tribu qui donnait ce chiffre de 500 chez les bouleutes. Ici, on en tire 6000, donc plus de 10 fois plus, et 600 par tribu pour que le principe d'égalité soit de mise de telle manière qu'il n'y ait pas un nombre très important d'éliastes qui soient tirés parmi une tribu et pratiquement pas du tout dans une autre tribu. Donc on comprend qu'ici c'est le principe, je dirais, d'égalité qui prime. De la même manière, je dirais que lorsque la Constitution américaine a été rédigée, il a été prévu que au Sénat, contrairement à la Chambre des représentants, il y aurait 2 sénateurs par État qui permettraient de respecter les habitants d'une région particulière, d'un État particulier aux États-Unis, quel que soit le nombre d'habitants. Parce que sinon, vous auriez évidemment une politique aux États-Unis qui serait menée et approuvée au Sénat uniquement par les régions très peuplées, c'est-à-dire celles qui vivent sur la côte Est et sur la côte Ouest des États-Unis. Donc je reviens à l'ailier. Alors l'ailier, en fait, comprend beaucoup de pauvres, parce qu'il y a beaucoup de pauvres à la fin du 5e siècle et dans le courant du 4e siècle, parce qu'il faut avoir du temps libre. Alors ici, comment sait-on? Parce que les pauvres, comme les riches, ont du temps libre. Hein. Ce sont en fait ce que nous appellerions les classes moyennes, qui sont très attachés, donc les artisans, les commerçants, qui sont très attachés à ne pas perdre une journée de travail. Tandis qu'évidemment, quand vous êtes riche, vous avez du temps pour exercer des fonctions politiques, parce que cela ne va pas impacter de manière considérable vos activités, puisqu'il y a des gens qui travaillent pour vous, en particulier des esclaves. Et quand vous êtes un mendiant, quand vous êtes pauvre, eh bien là aussi, vous êtes dans une situation où aller dans, comment dirais-je, participer à l'Assemblée
où être membre de certaines institutions vous permet au moins de disposer du fameux mistos dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un moyen d'avoir 2 ou 3 oboles lorsque vous y siégez tous les jours. Alors comment sait-on qu'il y avait une proportion de pauvres relativement importante à L'Îlier, ce qui n'était pas le cas des autres institutions, hein, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Il y a un témoignage qui est celui du chœur dans les guêpes d'Aristophane, que je ne lirai pas ici faute de temps, mais qui est assez éloquent sur le sujet. Alors, comment L'Îlier était-elle organisée? Évidemment, lorsqu'il s'agissait, puisqu'il est question ici bien d'un tribunal, lorsqu'il s'agissait de juger quelqu'un, on n'allait évidemment pas réunir 6000 personnes. Donc, L'Îlier était divisé en tribunaux appelés dicasteria, qui avaient des compétences qui étaient spécifiées dès le départ, suivant la nature du délit. Maintenant, l'importance des héliastes va devenir de plus en plus importante dans le courant du 5e et du 4e siècle, au détriment de l'aréopage que j'ai évoqué tout à l'heure et à propos duquel je ne me suis pas encore exprimé. L'aréopage, c'est le plus ancien des tribunaux athéniens. L'aréopage, initialement, et en tout cas dans la première moitié du 5e siècle, possède l'essentiel du pouvoir judiciaire, la réalité du pouvoir judiciaire. Quand je dis dans la première moitié du 5e siècle, je devrais dire jusqu'en 462, année lors de laquelle se produit une réforme qui va réduire les pouvoirs de l'aréopage. C'est une réforme qui est due à Éphialte, ou Éphialtès, si vous voulez. L'aréopage est composé des anciens archontes, dont il va être question dans quelques minutes, qui ont eu des fonctions, je dirais, de type exécutif. Ils sont au nombre de 10 dans la cité athénienne. Le nombre des membres de l'aréopage, ceux qu'on appelle les aréopagites, est donc variable, puisqu'il est lié à l'espérance de vie des anciens archontes. Pourquoi parle-t-on d'aréopage? Parce que les membres de cette institution se réunissaient sur une colline, en grec ça se dit pagos, dédiée au dieu de la guerre Arès, d'où ce terme en français d'aréopage. Nous avons déjà vu donc jusqu'à présent qu'il y avait au moins 3 collines donc à Athènes, hein. L'Acropole, qui est évidemment la colline la plus célèbre, où se trouvent les principaux sanctuaires de la ville, et particulièrement le temple de la déesse Polyade de la ville Athéna, le Parthénon, ce qui signifie donc le temple dédié à la Vierge. Vierge, ça se dit Parthénos en grec. Nous avons vu qu'il y a l'Apnyx, qui est la colline sur laquelle se réunit l'Ecclésia. Et puis, nous voyons maintenant qu'il y a une autre colline qui a une spécificité également à Athènes. C'est là que, à l'origine en tout cas, se réunissent les juges d'Athènes, ceux qui possèdent le pouvoir judiciaire,
mais qui va se voir retirer une partie importante de ses pouvoirs à partir de 462 au profit de l'Hélier. L'Hélier s'occupe de tous les délits, je dirais, qui ont lieu dans la cité, alors que l'Aréopage s'occupe des crimes de sang, de ceux qui occasionnent la mort, comme des incendies volontaires, comme des empoisonnements. Donc c'est une juridiction qui s'occupe des fautes, des crimes, donc les plus graves. Passons maintenant à la deuxième catégorie de citoyens qui exercent le pouvoir à Athènes. Jusqu'à présent, j'ai parlé des lieux de décision, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient judiciaires. J'ai évoqué donc l'Ecclésia, qui est souveraine. J'ai parlé ensuite de la boulée. Ensuite, il était question du pouvoir judiciaire avec d'une part l'Hélier et enfin de l'Aréopage. Maintenant, il va être question des magistratures. Autrement dit, ceux qui dirigent la cité, concrètement. Alors, quelques caractères généraux pour ces magistratures. Les magistrats sont, pour la plupart, pour la grande majorité d'entre eux, tirés au sort. Mais il y a quelques magistratures qui relèvent de l'élection parce qu'un certain nombre de magistratures ne peuvent être confiées qu'à des individus qui disposent de compétences particulières, en particulier en matière militaire et en matière financière. Ceci dit, le tirage au sort, pour les Grecs, pour les Athéniens en particulier, n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. On pourrait considérer aujourd'hui que le tirage au sort serait une véritable loterie. Mais pour les Athéniens, pour les Grecs, le tirage au sort était sacré. C'était un acte religieux. Si l'on tirait au sort un certain nombre d'individus, c'est qu'ils avaient la faveur des dieux. Et par conséquent, on ne peut parler à Athènes d'un acte qui est laissé, je dirais, simplement au hasard. C'est un hasard dirigé, si je puis dire. Maintenant, là, les Athéniens, qui avaient quand même les pieds sur terre, se rendent compte que pour certaines activités qui sont essentielles, évidemment, à la vie de la cité, il faut avoir des compétences. Le principe, c'est que ces magistrats fonctionnent toujours pour éviter toute prise de pouvoir dans des collèges de 10 citoyens. Ils sont élus pour une période d'1 an ou tirés au sort pour une période d'1 an, de telle manière qu'une rotation des charges puisse se faire et que là aussi, le goût du pouvoir ne puisse venir à l'esprit de certains de ces magistrats. Toutefois, on va voir que un certain nombre de magistrats vont être rééligibles immédiatement. Je pense en particulier à Périclès, qui va être réélu plusieurs fois dans sa charge de stratège, mais le principe était celui-là à l'origine, c'est que les magistratures étaient collégiales et étaient limitées dans le temps. Si l'on additionne
l'ensemble de ceux qui exercent une magistrature, et contrairement, et pour des raisons, je dirais aussi pédagogiques, contrairement à ce qui apparaît dans les manuels scolaires qui vont à l'essentiel, il n'y avait pas que quelques magistrats, ils étaient au nombre de 700 quand même. Parce qu'effectivement, à Athènes, on a créé de toute une série de magistratures extrêmement pointues d'ailleurs, où l'on fonctionnait en collège, mais vous imaginez que vu le nombre de magistrats, il fallait tirer au sort fréquemment, et c'est une des raisons pour lesquelles l'Assemblée se réunissait, le nombre de réunions de l'Assemblée va aller se multipliant quand on va avancer vers le IVe siècle avant notre ère. Je ne citerai ici, bien sûr, et je ne développerai ici, bien sûr, que 3 grandes magistratures, à savoir d'abord l'archontat, ensuite la stratégie et ensuite la prytannie. De quoi s'agit-il? Je commence par l'archontat. Aristote, dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, donc la Constitution d'Athènes, Athénéion Politeia, explique l'histoire de cette institution. Au départ, il y avait la royauté. Après la suppression de la royauté, ou son démembrement plus exactement, c'est l'aristocratie qui prend le pouvoir à Athènes, et il va y avoir donc un morcellement du pouvoir entre 3 archontes qui sont les successeurs en fait du roi, et ces archontes à l'origine ont une spécialité. Il y a l'archonte éponyme qui, comme son nom l'indique, donne son nom à l'année en cours, et par conséquent, les décrets sont datés du nom de tel ou tel archonte qui était éponyme à ce moment-là. Il y a ensuite l'archonte roi, issu immédiatement de la royauté, et qui a une fonction religieuse, il préside des cérémonies en particulier. Et il y a enfin l'archonte polémarque, c'est-à-dire l'archonte qui dirige l'armée, littéralement. Celui qui commande, oui, la guerre. Hein. Ces différentes fonctions vont évidemment perdre, elles vont sans doute garder de leur lustre, mais elles vont perdre de leur réalité en termes de pouvoir effectif avec la réforme de Clisthène à l'extrême fin donc du VIe siècle, en 508 avant Jésus-Christ, d'autant plus que dans l'enseignement secondaire, évidemment, on présente toujours les institutions athéniennes comme quelque chose de figé sous la forme d'une photo, alors qu'en fait on devrait faire du cinéma et en faire un film, dans la mesure où toutes les institutions dont je vous parle ici ont bien sûr évolué sur 2 siècles. Les archontes sont donc tels qu'ils sont au début du 5e siècle avant notre ère. Ils vont être donc tirés au sort, et cela c'était un progrès, bien entendu, mais on voit que jusqu'au milieu du 5e siècle, pratiquement ce sont des riches qui exercent cette fonction. Il faut savoir que l'archontat était une magistrature qui supposait un certain nombre de charges onéreuses qui devaient être payées par le titulaire de la charge. Je vous ai donc parlé jusqu'à présent de l'archonte éponyme,
de l'archonte polémarque et de l'archonte roi, qui vont avoir des fonctions de plus en plus théoriques. L'archonte polémarque en particulier, comme l'archonte roi, va avoir de plus en plus des fonctions d'ordre religieux. Il va présider des tribunaux. Pourquoi? Parce que cette fonction d'archonte polémarque va être, si elle existe toujours théoriquement, va être pratiquée par les stratèges. À côté de ces trois archontes, il y en a 6 qui ont été ajoutés et qui sont les thesmotètes. Alors, les thesmotètes ont pour fonction les 6 thesmotètes qui ont pour fonction de rédiger les décisions judiciaires qui vont avoir valeur, qui vont avoir force de loi. Alors, pour respecter le principe décimal que j'ai évoqué tout à l'heure, pour qu'il y ait égalité entre toutes les tribus, aux 3 archontes de départ, on a donc ajouté 6 thesmotètes, plus, si vous faites le compte, 3 plus 6, ça fait bien 9, plus un secrétaire des thesmotètes qui, dès lors, appartient à ce collège des 10 archontes. Passons maintenant à cette fonction politique essentielle à Athènes, qui est cette magistrature essentielle, qui est celle de la stratégie. Les stratèges, eux, à l'inverse des archontes, et ça marque bien justement l'importance de la fonction, c'est qu'on ne laisse pas la fortune, si je puis dire, jouer simplement. Les stratèges sont, eux, élus, ils ne sont pas tirés au sort. Ils sont élus pour une durée d'1 an. Théoriquement, il y a rotation des charges pour éviter que ne s'installe une dictature. N'oubliez pas qu'à Rome, le principe des 2 consuls avait aussi cette fonction-là, celle d'éviter la dictature. À Rome aussi, les charges sont collégiales d'ailleurs. Ils sont élus, mais au début, en tout cas, dans la première moitié du 5e siècle, il faut disposer d'un certain niveau de sens, c'est-à-dire d'un impôt relativement élevé que pour pouvoir avoir accès à la stratégie. Le plus célèbre sans doute des stratèges, Périclès, n'était pas pauvre, hein, il appartenait à une grande famille d'Athènes. Et ce sens, effectivement, les Athéniens étaient divisés en plusieurs catégories en fonction du montant d'impôts qu'ils payaient, et les stratèges étaient choisis, ou plus exactement, ils étaient élus dans 2 catégories. Ces 2 catégories, puisqu'on est dans un suffrage censitaire, étant celle des plus riches, c'est-à-dire des pentakossiomédines, et d'autre part dans la catégorie, alors là, j'ai oublié le nom, tiens. Ça va me revenir incessamment sous peu, c'est pas les Seugites qui viennent après, ce sont les... Oh ben, là, j'ai un trou de mémoire, ça m'arrive parfois. Dire que j'ai appris ça quand j'étais étudiant à l'université, on avait un cours d'institution grecque qui étudiait les institutions dans le détail, et il fallait connaître tout ça par cœur, évidemment, pour pouvoir réussir l'examen. Je ne sais plus quel est le nom de cette catégorie, je ne sais plus. En tout cas, ça se termine par ast. Je ne sais plus quel était le nom de cette catégorie.
Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, c'était les deux catégories de citoyens qui payaient le plus d'impôts. Donc la stratégie, concrètement, n'était pas ouverte à tous. Pourquoi? Parce que les stratèges, comme les trésoriers d'ailleurs, étaient liés à la fin de leur mandat d'1 an, à la reddition des comptes, et s'il y avait effectivement un trou dans les caisses, ils étaient redevables, non pas sur leur denier, puisqu'on est à Athènes, donc sur leur drachme, si je puis dire, ou sur leur talent, talent étant une somme considérable, qui devaient donc payer eux-mêmes, puisqu'ils n'avaient pas, puisqu'il y avait des choses bizarres, et en tout cas, ils y étaient tenus. Donc on imagine bien que quelqu'un qui était insolvable ne pouvait pas exercer cette charge pour cette raison précise. Donc ça se justifiait financièrement parlant. Nous allons passer maintenant... Oui, alors je vous dis, ils ont une charge militaire, ces stratèges, mais en fait, comme Athènes a été quand même longtemps en guerre, ces chefs militaires, ces généraux, avaient une fonction politique très importante et ils avaient le dessus. Finalement, ils étaient dans les faits, je ne dis pas théoriquement et juridiquement, les premiers magistrats. Ils étaient 10. Et il y avait une répartition du travail entre les différents stratèges. Il y avait évidemment des stratèges qui étaient plus importants parce que c'était eux qui menaient la guerre. Ils avaient une fonction, je dirais, offensive. Mais la majorité des stratèges avaient une fonction, je dirais, défensive dans la mesure où ils étaient un petit peu comme des gouverneurs militaires de province. Le terme n'est pas vraiment adapté, mais un petit peu, si vous voulez, puisque ils avaient des secteurs à défendre en cas d'attaque. Donc il y avait une répartition du travail, même si la magistrature était collective, donc collégiale ici. Reste une dernière magistrature à côté des archontes et surtout à côté des stratèges. Il y a les pritanes, qui est une, comment dirais-je, une magistrature moins importante. Comment on y accède? Alors, tout d'abord, là aussi, il s'agit de tirage au sort. Donc là, on suit la règle générale, tirage au sort. 50 pritanes étaient tirés par, comment dirais-je, par tribu, et la prytannie était exercée pour une 10e partie de l'année politique, donc de l'année tout court, était tirée, comment dirais-je, oui, une tribu, ou plus exactement 50 tribus. Ah là là, ça va mal, je suis fatigué là. 50 pritanes appartenant à la même tribu étaient chargés au fond de l'administration au quotidien, plus exactement de la représentation de la cité au quotidien. Et donc, lorsque l'on changeait de prytannie, c'est-à-dire de cette période de l'année qui était divisée en 10, on changeait les 50 membres, les 50 prytanes, par 50 autres prytanes appartenant à une autre tribu. Autrement dit, il y avait au total 500 prytanes, ou en tout cas candidats à la prytannie, qui, à tour de rôle, par groupe de 50, exerçaient donc cette représentation de la cité. Ils représentaient la cité de manière permanente, et c'est ainsi qu'ils devaient vivre ensemble, jour et nuit, dans un bâtiment qui se trouvait un petit peu à l'écart de l'agora, c'est-à-dire de l'espace public,
par excellence à Athènes. Ils vivaient ensemble dans un bâtiment qui s'appelle la Tholos, T-H-O-L-O-S. Parmi ces prytanes était tiré au sort un individu qui portait le titre d'épistate, et cet épistate avait plusieurs fonctions. Cet épistate était tout d'abord en charge de sa magistrature pour un seul jour. Donc vous voyez les précautions qui étaient prises dans la démocratie athénienne pour éviter qu'il y ait l'accaparement, l'appropriation par un individu du pouvoir. Il, comment dirais-je, il avait pour fonction de détenir les clés du trésor, la clé des archives également d'Athènes, mais il présidait la boulée, le conseil, et il présidait l'ecclésia pour un jour. On peut dire que l'épistate était, plus que de manière symbolique, puisqu'il exerçait vraiment son pouvoir, mais pour un seul jour, le président de la République athénienne. En général, les prytanes et l'épistate ne sont pas mentionnés dans les manuels scolaires, parce que effectivement, les archontes d'abord, les stratèges ensuite, ont eu un rôle beaucoup plus important dans l'organisation politique de la démocratie athénienne. J'en arrive maintenant à ma conclusion. Vous avez retenu les grands principes qui président à cette démocratie. Cette démocratie se définit tout d'abord par l'exclusion et ne se conçoit que dans un mode de production particulier qui est le mode de production esclavagiste. Premier élément. Ensuite, cette démocratie est directe. Cette démocratie, puisque c'est l'Assemblée qui est souveraine, l'Assemblée qui comprend l'ensemble donc des citoyens. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, et je ne vous en ai donné que quelques exemples, parce que mon but ici n'était pas d'approfondir les institutions athéniennes, mais d'en comprendre l'esprit des institutions, comme Montesquieu en 1742 parle de l'esprit des lois, et comme aussi l'esprit des institutions est le titre d'un ouvrage écrit pour la France absolutiste, la France moderne du XVIe au XVIIIe siècle, un ouvrage écrit par Denis Richet. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Ensuite, le tirage au sort est conçu par les Athéniens comme un système beaucoup plus démocratique que le système électif qui peut donner lieu à des cabales, à des coteries, et il y en a eu pour les postes électifs, et que finalement la démocratie athénienne ne s'en est pas plus mal tirée d'avoir tous ces postes tirés au sort. On a vu toutefois que cette démocratie athénienne doit être relativisée, puisqu'il n'y a que un citoyen par rapport à 10 habitants de l'Attique, et que, d'autre part, il n'y a que 6000 citoyens qui ont la possibilité matérielle d'exercer effectivement cette souveraineté en assistant aux travaux sur la Pnyx, ce qui correspond, je vous avais dit, à 1,5% de la population, ce qui relativise évidemment l'image un petit peu mythique de la démocratie athénienne, même si celle-ci est quand même à l'origine, en termes d'idées, dans l'histoire de l'humanité, en tout cas dans l'histoire de l'Europe, d'un système politique tout à fait étonnant.
et qui fait participer une grande partie de la population dans un pays qui est quand même pas si petit, qui comprend quand même une population importante. Il est beaucoup plus facile de pratiquer la démocratie, évidemment, quand on est à 100 ou à 200, que quand on est à 40 000 citoyens. Mais ils ont inventé ce système pour un pays qui comprenait un nombre appréciable d'habitants, avec toutes les réserves que j'ai évoquées tout à l'heure. Ensuite, à côté des principes de leur application, il y a la question du pouvoir. Le pouvoir, théoriquement, appartient à l'Ecclésia, à l'Assemblée générale. Mais on a vu que si en théorie, c'est l'Ecclésia, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui possèdent le pouvoir, et même si dans les faits, on a vu que pour un certain nombre de magistratures, pour des raisons de solvabilité, seuls certains d'entre eux l'exercent, aussi pour des raisons de disponibilité de temps, il n'en demeure pas moins que concrètement, pratiquement, cette démocratie repose essentiellement sur deux institutions. L'Aboulé qui prépare les lois, et où on peut dire que c'est là véritablement que sont pensés les décrets qui pourront bien sûr être délibérés, discutés en Assemblée générale sur l'APNIX, mais c'est là que se situe la réalité, je dirais, du pouvoir. Il y a ensuite la stratégie, parce que même s'il ne s'agit que de magistrats qui ont une spécialité, les affaires militaires, il n'en demeure pas moins que dans un contexte de guerre, pensé pour les 20 premières années du 5e siècle, les guerres médiques à 10 ans de distance, puis pendant la guerre du Péloponnèse, les stratèges ont un rôle fondamental. D'autant plus que les stratèges jouent un rôle également important lors de la conclusion d'alliances avec un certain nombre, faut-il les appeler des alliés, aussi des vassaux, hein, parce que la Ligue de Délos, cette fameuse Ligue de Délos, n'est rien d'autre qu'une anticipation de l'OTAN aujourd'hui, où ce sont les États-Unis qui décident et où les autres pays, c'est-à-dire principalement par le Canada, des pays européens, ont un rôle d'apporter un certain nombre de contingents lors d'opérations qui, dans le fond, sont décidées par le président des États-Unis. Pour autant, il faudrait quand même, et ce sera le mot de la fin, retenir une idée importante. C'est que contrairement à ce qui se passe souvent aujourd'hui, il s'agit bien d'une démocratie, même s'il faut entendre le terme démocratie relativement, le mot démos signifiant le peuple, je le rappelle, je ne l'ai peut-être pas dit au début, démocratie signifie le pouvoir par le peuple, mais ça je crois que tout le monde le sait, bien sûr. Le mot démos d'ailleurs qui vient d'un terme de l'époque mycénienne, hein, parce que dans les fameuses tablettes en linéaire B, on trouve le mot damos, qui a donné le mot démos dans ces tablettes pour désigner justement le peuple. Donc c'est un terme très très ancien. Il faut retenir quand même que cette démocratie n'est pas une technocratie, et que donc le terme démocratie se justifie, même s'il s'agit d'une démocratie imparfaite, parce que la décision, lorsque décision il y a, est une décision d'ordre politique et n'est pas une décision d'ordre technique. Je vous montre maintenant quelques livres, à part ceux que je vous avais déjà montrés tout à l'heure, qui étaient des sources en fait, hein, la politique d'Aristote et d'autre part la constitution des Athéniens.
Je vais vous montrer tout d'abord un livre de Victor Ehrenberg, L'État grec, paru chez Maspero, de Claude Mossé, Les institutions grecques, dans la collection U2 chez Collin, de François de Polignac, La naissance de la cité grecque, dans la collection La Découverte, qui a pris la succession de Maspero. Ensuite, un vieux classique, parce que je crois qu'il remonte à 1927, je dis ça de mémoire, non, 1928, La cité grecque de Gustave Glotz. D'Henri van Effenter, La cité grecque chez Hachette, des origines à la défaite de Marathon. Alors, pour une période postérieure de Mogens Hansen, La démocratie athénienne à l'époque de Démosthène, dans la collection Texto. Donc Démosthène, je vous le rappelle, vit dans la deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est lui qui a prononcé ces fameuses philippiques contre Philippe de Macédoine avant qu'il ne batte les Grecs à la bataille de Chéronée en 338 avant notre ère. De Nicole Laureau, Les enfants d'Athéna, idée athénienne sur la citoyenneté et la division des sexes, dans la collection Point au Seuil. De Claude Mossé, Politique et société en Grèce ancienne, le modèle athénien en chant Flammarion. De Jacqueline de Romilly, Problème de la démocratie grecque, dans la collection Agora en presse pocket. Du même auteur, L'élan démocratique dans l'Athènes ancienne, aux éditions de Fallois. De Moses Finlay, Démocratie antique et démocratie moderne, en petite bibliothèque Payot. Et pour terminer, du même auteur, L'invention de la politique en Flammarion. J'ai dit